Bonjour les abonnés dans chaîne Coco. Abonnez-vous à ma chaîne. Je raconte 3 histoires les films horreurs. Je raconte une histoire vendredi 13. Le vendredi 13 septembre 1957, un jeune garçon nommé Jason Voré meurt noyé au camp de Crystal Lake. L'année suivante, 2 moniteurs sont également tués. À la suite de ces événements, le camp reste abandonné. En 1979, Steve Christie décide de le rouvrir un vendredi 13 avril, jour anniversaire des décès survenus 21 ans auparavant. Lors de la préparation du camp pour l'été, les moniteurs employés par Christie commencent à disparaître les uns après les autres. Pendant la nuit. En effet, le même tueur qui a sévi en 1958 est de retour pour une justice sanglante. Le film commence en 1958 avec 2 moniteurs du camp Crystal Lake, Barry et Claudette, qui sont assassinés par un assaillant. Invisible dans une cabane après avoir eu des relations sexuelles. 21 ans plus tard, le vendredi 13 avril 1979, le camp est rouvert. Annie, l'une parmi les nouveaux moniteurs, fait de l'autostop pour aller à Crystal Lake. Elle est avertie par le fou du village, Ralph, que le camp est maudit. Elle est amenée par un chauffeur de camion sympathique, Enos, qui la met également en garde en lui. Comptant la mort par noyade en 1957 d'un garçon, des feux de forêt, de l'empoisonnement de l'eau du lac et des meurtres en 1958. Enos dépose Annie près du camp où elle remonte bientôt à côté d'un chauffeur invisible et muet. Comme celui-ci prend de la vitesse depuis l'entrée au camp, Annie finit par paniquer et saute du véhicule en marche, fuyant dans les bois. Plusieurs autres moniteurs ont été embauchés pour aider Steve Christie à rénover le camp, y compris Alice, le responsable Bill, Marcy, Jack, Brendan et Ed. Ils commencent la remise à neuf tandis que Steve va s'approvisionner en ville. Pendant ce temps, toujours en fuite avec son poursuivant dans les bois, elle trébuche sur une racine et, en levant les yeux, elle voit son poursuivant qui sort un couteau. Terrifiée, Annie recule contre un arbre et implore son agresseur qui lui tranche la gorge. De retour au camp, Ned suit un personnage vêtu d'un ciré noir et disparaît dans la cabane où il est assassiné. Un orage force Jack à se réfugier dans une cabane où ils ont des relations sexuelles, ne sachant pas que le cadavre de Ned repose sur la brusquement la tête et lui transperce la gorge avec une flèche, sous le lit. Dans la salle de bain, Marcy entend des pas et pense que Jack lui fait une blague. Quand elle cherche dans les cabines de douche, on lève une hache derrière elle. Elle se retourne et hurle de terreur. La hache s'abat et la frappe à la tête, la tuant. Pendant ce temps, Steve demeure coincé dans la boue et est reconduit au camp par un officier de police. À l'arrivée au camp, Steve voit l'ombre d'une figure invisible qui l'approche. L'image est brusquement coupée alors qu'il se prend un coup à l'estomac. Bill et Brenda ont fini de faire une partie de Monopoly. Quand toutes les lumières s'allument soudainement, le cri de Brenda est entendu par Alice et Bill. Après avoir découvert que les lignes téléphoniques ont été coupées et que le camion de Ned ne démarre pas, Bill décide de vérifier le générateur. Alice reste inquiète tandis qu'il ne revient pas. En allant le chercher, elle découvre son cadavre cloué à une porte avec des flèches et s'enfuit dans la cabane. Se sachant seule avec le meurtrier, elle se barricade, mais le corps de Brenda est jeté par la fenêtre, ce qui l'oblige à courir à l'extérieur, où elle rencontre une femme d'âge mûr qui s'identifie comme étant Madame Voré. Alice, au désespoir, lui raconte les meurtres et devant lequel Madame Voré reste d'abord interdite. Elle conte à Alice l'histoire de son fils, Jason, qui s'était noyé dans le lac du camp des années auparavant. Blâmant les moniteurs du camp qui ne l'ont pas surveillé, elle charge Alice avec un couteau de chasse, prenant une voie qui n'est pas la sienne. Alice se rend compte que Madame Voré n'est autre que la responsable de toute cette tuerie. Danny. Elle croit tuer son adversaire schizophrène mais ne fait que l'assommer. Finalement, les 2 femmes s'affrontent près de la rive du lac où Alice décapite Madame Voré avec sa propre machette. Alice monte alors dans un canot et quitte le camp par le lac. Le lendemain matin, Alice se réveille pour trouver des agents de police sur le rivage. Alors qu'Alice continue à flotter dans le canot, le
le cadavre décomposé de Jason bondit à la surface et la tire sous l'eau. Alice se réveille à l'hôpital, la scène avec Jason ayant été un cauchemar. Alice pose des questions à son sujet, mais lorsque l'agent explique qu'aucun enfant n'a été trouvé dans le camp, elle répond « Alors, il est encore là ?» Fiche technique. Histoire vendredi 13, 14,5 sur 20, deuxième histoire Je raconte une histoire Shining. Écrivain, Jack Torrance est engagé comme gardien, pendant tout l'hiver, d'un grand hôtel isolé du Colorado, l'Overlook, où il espère surmonter enfin sa panne d'inspiration. Il s'y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté d'un don de médium. Tandis que Jack n'avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les terribles secrets de l'hôtel et bascule peu à peu dans une forme de folie meurtrière où il s'en prend à sa propre famille. Le film commence par des vues panoramiques du parc national de Glacier situé dans le Montana. La caméra rattrape une petite Volkswagen jaune sur la route escarpée et déserte de la montagne. La voiture disparaît dans un tunnel et, lorsqu'elle atteint le sommet, un immense hôtel apparaît, perdu dans la montagne enneigée. Jack Torrance, Jack Nicholson, ex-professeur qui se voudrait écrivain, est reçu un entretien d'embauche pour le poste de gardien de l'Overlook, un palace isolé dans les montagnes rocheuses du Colorado, vide et coupé du reste du monde durant l'hiver. Le directeur de l'hôtel avertit Jack que le précédent gardien, Charles Grady, a sombré dans la folie et massacré sa femme et ses deux filles jumelles avec une hache. Suicidé avec une arme à feu. Jack accepte malgré tout le poste consistant à entretenir l'hôtel durant l'hiver, il profitera de la solitude pour écrire enfin son livre. Son fils Danny a des visions sanglantes qui l'avertissent d'un danger. Le jour de la fermeture, le directeur fait visiter l'hôtel au couple Torrance, ainsi que le labyrinthe végétal qui le jouxte. Jumelles Grady apparaissent à Danny dans la salle de jeu. Il communique également avec le cuisinier Laurent Scatman Crotter. Ce dernier lui interdit d'approcher la chambre 2374 qui a, autrefois, abrité les corps de la famille Grady. Alors on explique à Danny, doué d'un don de voyance télépathique qu'il nomme le Shining. Vide, les trois protagonistes se retrouvent seuls. Jack, inspiré, tape à la machine. Le téléphonique sont coupés par la tempête de neige un mois après leur arrivée. Wendy ne peut communiquer avec l'extérieur que par la radio. Pour les couloirs de l'hôtel sur son tricycle, elle fait une halte devant la porte de la chambre 2374. Il tente d'y entrer mais la porte est fermée. Dans les couloirs de l'hôtel, il rencontre les jumelles qui l'invitent à jouer avec elle à jamais. La vision fugitive des jumelles massacre et terrifie le garçon, tandis que Jack donne les premiers signes de dérangement mental. Il répète la même fin de phrase que les jumelles Grady, je voudrais que nous restions ici à jamais, à jamais. Alors que Danny joue avec ses petites voitures dans le couloir, une balle roule à ses pieds, le couloir est pourtant vide. Mais à quelques mètres, la porte de la chambre 2374 est entr'ouverte. Danny entre. Pendant ce temps, Jack, endormi dans son fauteuil, cauchemar dans lequel il massacre toute sa famille. Ses cris alertent Wendy, qui accourt. Alors qu'elle tente de le calmer et qui lui raconte son rêve, Danny apparaît dans l'embrasure de la porte. Wendy, remarquant des traces de strangulation sur son cou, accuse Jack et sort de la pièce avec son fils, paniqué. Histoire Shining 15 sur 20, troisième histoire Je raconte une histoire Chucky de jeu d'enfant 1988. Chicago en 1988, le tueur en série Charles Lee Brad Dourif, aussi connu comme l'étrangleur de la Késor, est poursuivi par le détective Mike Norrie, Chris Sarandon. Après avoir repéré Mike, le partenaire de Charles, Eddie Caputo, Neil Giotoli, part en voiture sans l'attendre. Charles est blessé, mais se réfugie dans un magasin de jouets. Dans le magasin, Mike le blesse mortellement d'un coup de revolver. Charles jure de se venger sur Mike et Eddie, et en effectuant un rituel vaudou, il transfère son âme dans une poupée Bravga. Le rituel provoque la foudre, qui détruit la boutique. Mike survit et trouve le corps sans vie de Charles dans Monsigny et Chucky. Le lendemain matin, le jeune Andy Barclay, Alex Vincent, fête son 6e anniversaire avec sa mère célibataire Catherine Hick, qui ne peut pas se permettre de lui acheter une poupée Bravga, même s'il a vu la publicité à la télévision. Malgré cela, Karen achète une au travail, poussée par sa collègue et meilleure amie Maggie Peterson, Dina Manoff, auprès d'un marchand ambulant, pour environ un tiers du prix normal. Cette nuit-là,
tandis que Maggie est la babysitter d'Andy. Comme Karen travaille tard, elle est intriguée par des bruits étranges et par la télé qui s'allume. Elle voit parfois du mouvement sans parvenir à définir ce que c'est. Alors qu'Andy est dans son lit, sans sa nouvelle poupée qui s'appelle Chucky, Maggie se fait attaquer avec un marteau et a défenestré. En conséquence, la police, en particulier Mike, soupçonne Andy d'avoir tué Maggie, aux grandes dames de Karen. Il relève qu'il pleut et de petites empreintes sur le sol. Andy explique à sa mère que Chucky se confie à lui et qu'il s'appelle en fait Charles Liray, mais elle n'attache pas grande importance à ses paroles. Le lendemain, Andy, sur les ordres de Chucky, sort de l'école et part en train à l'autre bout de Chicago. Andy ne retrouvant brusquement plus Chucky, il le cherche un peu partout. Dans la maison d'Eddie, le gaz est libéré et le four allumé. Effrayé par quelque chose, Eddie tire dans la cuisine, qui explose avec lui. Andy survit pour être à nouveau accusé d'un assassinat. Quand Andy essaie de blâmer la poupée, comprenant que celle-ci l'a manipulée, la police décide avec le médecin psychiatre Dr Ardmore Jack Levin de l'interner dans un hôpital psychiatrique pour observation. Après leur départ, Karen se retrouve seule et désemparée avec la poupée. Elle décide de jeter sa boîte et voit avec stupéfaction un pack de batteries tomber sur le sol. Maintenant alerte, Karen manipule Chucky et voit bien qu'il fonctionne sans pile. Mais elle n'obtient pas davantage de réaction. Elle allume alors le feu dans la cheminée et menace de l'y jeter s'il ne lui répond pas. La regardant brusquement, Chucky crie un flot. Jure à Karen qui hurle de frayeur, il se jette sur elle et la mord au bras. Chucky s'échappe par l'ascenseur et sort dans la ville. Qu'il est en train de devenir humain et finira par devoir rester définitivement dans cette poupée. Chucky lui ordonne alors de le libérer, ce à quoi John refuse en l'accusant d'avoir perverti ses enseignements. Mais Chucky brise la jambe d'une poupée vaudou à l'image de John, ce qui brise également la sienne. John s'effondre et Chucky lui casse encore un bras. Dans la douleur, John explique qu'il peut quitter le corps de la poupée en possédant la première personne à qui il a dit son secret. Chucky éclate de rire lorsqu'il découvre que sa cible n'est autre qu'Andy et qu'une fois qu'il aura fini le rituel, il entrera dans le corps du garçonnet. Enthousiasmé à l'idée d'avoir de nouveau 6 ans, grande horreur de John, Chucky décide de retrouver Andy et part, non sans avoir poignardé la poupée vaudou en pleine poitrine. Après avoir trouvé John mourant, celui-ci explique le plan de Chucky à Karen et Mike, et leur dit en outre que la seule façon de tuer Chucky est de le poignarder ou lui tirer dans le cœur. En arrivant à l'hôpital psychiatrique, Chucky cherche Andy et celui-ci le voit arriver. Andy essaie de prévenir le docteur Ardmore mais obtient tout juste sa compassion. Sans attendre de secours, Andy se terre contre la porte en pleurant. Chucky parvient à dérober les clés et pénètre dans sa cellule. Il soulève les draps, prêt à lui donner un coup de couteau censé l'immobiliser, mais Andy l'a dupé avec un oreiller et s'enfuit. Chucky part à sa recherche tandis qu'Andy s'isole et s'arme d'un couteau, que le docteur Ardmore lui prend quand il le trouve. Alors qu'il s'apprête à piquer Andy, Chucky lui cisaille la cheville et lui met un casque à électrode sur la tête. Mettant la machine en marche sur haute tension, il fait littéralement griller la tête du docteur. Andy parvient à s'échapper et rentre à la maison. Karen et Mike se rendent compte qu'Andy s'est enfui de l'hôpital, et qu'il n'a pu que rentrer chez lui. Chucky, qui a fait le même calcul, revient à la résidence Barclay, en entrant par la cheminée, car Andy a fermé à clé. Il arpente la demeure à la recherche Andy qui s'est armé une lourde batte. Mais Chucky l'effraie et le force à fuir. Pour finir, il récupère la batte et passe derrière Andy, puis l'assomme. Il exécute le rituel. Mais Mike et Karen, voyant arriver les éclairs, enfoncent la porte et sauvent Andy à la dernière seconde, Karen se saisissant de Chucky. Furieux, Chucky s'en prend à elle et poignarde Mike à la jambe, puis part se cacher dans la maison. Mike part à sa recherche, mais Chucky l'assomme avec la batte et s'apprête à le tuer. Cependant, Karen lui tire dessus, ce qui attire sur elle sa rage folle. Alors qu'il se jette sur elle, elle réussit à le jeter dans la cheminée et Andy, bien que Chucky tombe de l'amadoué, lui jette une allumette, ce qui l'enflamme. Chucky s'échappe en hurlant, mais s'effondre en un vulgaire squelette de plastique brûlé. Andy, en allant chercher de quoi soigner Mike, se prend les pieds dans ce qui s'avère être Chucky. En sale état, qui lève un couteau. Andy fuit vers Karen qui retient temporairement Chucky en bloquant la porte. Chucky réussit à entrer Karen
lui tire dessus à plusieurs reprises. Un de ses tirs finit par lui arracher la tête et, tandis que le reste du corps avance, elle lui arrache un bras et une jambe. Puis elle lui vide le chargeur dans le corps. Jack, l'ami de Mike, arrive et ne croit pas leur histoire. Il se saisit de la tête de Chucky et se fait prendre à la gorge par son bras, le corps de la poupée sortant de la ventilation. La tête de Chucky hurle à son corps de l'étrangler. Mais Karen décroche et jette le corps, qui se relève. Mike lui tire dessus, et, cette fois, le touche en plein cœur. La carcasse éclabousse le mur. 200 tandis que la tête pousse un grand cri avant de se taire définitivement. Jack, remis de son choc, en conclut que personne ne les croira. Et le film se termine sur le regard effrayé que Andy jette sur la tête figée et le visage grimaçant de Chucky alors qu'il part pour l'hôpital. Troisième histoire Chucky de jeu d'enfant 1988, 11,5 sur 20. Mettre le pouce bleu, mettre s'abonner à ma chaîne, au revoir à tous.